Non, bien avant, bien avant. Ok. Bien avant. Bien avant parce que... À l'intérieur, c'est tout. Bien avant parce que s'il faut considérer mes débuts dans la musique, ça remonte bien avant les années 2000. Okay. Parce que je suis déjà fils de musicien. Ça veut dire, de par la naissance, mon papa, lui, il est un chanteur et bassiste en même temps. Nyangono? Non, pas Nyangono. Pas Nyangono, pas du tout. Non, rien de tout ça. Rien de tout ça, rien de tout ça. Papillon? Non. Il s'agit de... Non, je ne vais pas citer. Tu veux pas utiliser le nom de papa? Je vais pas utiliser le nom de papa, mais c'est un bassiste et chanteur. Les gens, les grands artistes comme Sam Fantomas sont de sa génération et ils le maîtrisent bien. Bimbe. Voilà, non, on va. Les anciens, ils se connaissent entre eux. Voilà. Ok. Voilà, donc ça fait quand même longtemps. Donc j'ai grandi dans la musique, pratiquement dans la musique, et puis étant dans les églises réveillées, parce que il faut noter. Oh là là, voilà, il faut noter. Moi je suis issu des églises réveillées, je ne cache pas ça, donc je peux commencer à prêcher l'évangile ici. Vous dites croyez en Jésus et soyez sauvés. C'est important, c'est important. Mais je dirais cet environnement de l'église m'a permis de me familiariser à la musique très tôt. Parce que vous savez, dans les églises réveillées, les dimanches, on joue en live énormément de musique, et puis j'étais attiré par la musique, et c'est comme ça que j'ai appris dans le tas, et j'ai grandi, et j'ai commencé moi-même à vouloir faire des projets personnels dans la musique, bien évidemment. Vogo, toi qui étais dans les églises réveillées, toi qui a fait tes premiers contacts avec la musique dans l'église, est-ce que l'église aujourd'hui n'est pas une plateforme idéale pour se lancer, puisque vous avez beaucoup d'artistes qui vous disent qu'ils ont commencé leur carrière à l'église, Salatiel, tous les artistes aiment Mister Leo. Bon, c'est vrai que Mister Leo lui partait chercher les femmes. Mister Leo, Salatiel. Tout qu'on fait, c'était à l'église. Voilà, à l'église. Non, oui, je pense que l'église est une très bonne plateforme pour la musique, parce qu'on a l'avantage d'être formé facilement, on a l'avantage qu'on peut se familiariser facilement aux instruments de musique. Il est facile d'arriver pendant quand il y a les séances de répétition de la chorale, vous venez, vous formez facilement, on vous introduit facilement, c'est pas fermé, pourtant souvent dans les cabarets c'est fermé, c'est un plan assez réservé, mais à l'église c'est open, c'est ouvert. Ouvert à tout le monde. Qui veut apprendre se lance, entre dans le groupe de la chorale et commence à apprendre à jouer un instrument de musique. Et on ne va pas vous demander de l'argent. C'est juste une question de passion, d'aimer ce que vous faites. Si vous aimez ce que vous faites, vous allez apprendre très rapidement. Et toi, tu as aimé Fabricant? Oui, je voudrais lui poser une question en relation avec son père. C'est-à-dire, quelle est la difficulté que rencontre un enfant qui est né d'un père musicien et qui veut faire dans le même domaine que son père? Quelle est la difficulté qu'on rencontre? Bon, moi déjà, je peux dire j'ai rencontré plusieurs difficultés, parce qu'en plus d'être musicien, mon papa, il est pasteur. Il était pasteur, il est pasteur, toujours de ces mêmes églises réveillées. Donc, lui ayant fait la musique, et à un moment, vous savez, dans le système chrétien, quand souvent on donne notre vie à Jésus, il y a des choses que certains chrétiens s'en débarrassent. C'est-à-dire ils se disent, la musique c'est un monde sale, c'est un monde où il y a la drogue, c'est un monde où il y a beaucoup de mauvaises choses. Il y a les femmes, donc on fait la musique à l'église. Voilà, mais mon papa particulièrement ne voulait pas que je fasse une carrière de musique. Il ne voulait pas. Il ne voulait pas. Mais je pense que quand un talent est dans la famille, ce n'est pas lui qui choisit. Quand un talent entre dans une famille, ça va se dupliquer sur les enfants. Automatiquement. C'est-à-dire, moi-même, je pourrais empêcher mes enfants de faire la musique, je pourrais combattre. Mais parce que le talent est dans la famille, un de mes enfants va s'élever. Il va faire la musique. Un perdu qui va porter le flambeau. Et je pense que dans notre famille, dans ma famille particulièrement, je suis le perdu qui a pris le flambeau. C'est-à-dire, il m'a combattu. Quand j'ai commencé mes premiers enregistrements en studio dans les années 2002, je me souviens de mes premiers lancements 2008, 2002, je devais faire 6e, collège GPBB. Je me battais avec mon argent de poche pour aller financer mes enregistrements. Mais mon papa, quand il a pris ça, il a commencé à me combattre. Ma maman, par contre, elle me soutenait, mais mon papa n'était pas d'accord. Bon, je le comprends aujourd'hui. C'était une façon pour lui de me protéger, de me protéger. Parce que toi, aujourd'hui, tu es dans le monde et tu vois... Voilà, aujourd'hui, je vois tout ce qui est négatif. Mais je pense aussi qu'aujourd'hui, je suis armé. Ça veut dire, je suis armé pour pouvoir faire le choix. De se dire, ça c'est bon et ça c'est pas bon. Voilà. Et qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui qu'un Vogo Vogo est dans le système depuis, je vais dire, Vogo est dans le domaine musical depuis, ça fait au moins plus de 20 ans. Puis ça fait plus de 20 ans, ça veut dire que c'est beaucoup d'années de travail, d'études là-bas et tout. Mais qu'est-ce qui fait qu'un Vogo aujourd'hui ne soit pas
sur le même rang que les artistes connus et reconnus au Cameroun? Voilà, c'est une très bonne question, c'est une très bonne question. Il faut noter que quand vous faites la musique dans notre pays, au Cameroun, n'est pas facile. Parce qu'on n'a pas souvent le soutien, il n'y a pas de maison de production. On doit se battre seul. Ouais. Donc, quand Vogue a commencé à faire la musique, j'ai eu comme tout jeune des rêves, de succès très rapide. Ça, je peux vous dire, je n'imaginais pas qu'aujourd'hui, en 2022, je n'ai pas encore eu le gros succès. Le gros succès attendu. Je n'imaginais pas. Mais je me suis frotté, j'ai été confronté aux dures réalités de notre pays, qui sont des problèmes liés à la production, de trouver des gars qui peuvent financer des œuvres, des projets. Ouais. Donc, dans ce même faisant, j'ai donc dû apprendre le studio. Parce que étant donné qu'à l'époque, vous savez, un élève au collège, il fallait payer un son en studio, ça coûtait cher. Ça coûtait cher. À l'époque, pour faire une maquette, je me souviens, c'est Gisèle Musique, pour ceux qui connaissent Gisèle Musique, je payais dans les 21 000 francs pour faire une maquette, où on me disait c'est 4 instruments de musique. La batterie avec 3 instruments plus le chant. Pour un élève. Je payais 21 000, j'étais un élève. Donc, il fallait économiser son argent de poche. Qu'est-ce que je fais? Je dis, bon, moi je suis un passionné de la musique. C'est vrai, ça va me prendre le temps que ça me prendra, mais je vais devoir apprendre. Je me forme donc au beatmaking. Je commence à apprendre la programmation en studio. Pourquoi? Pour justement limiter les coûts. Ouais. Je commence à apprendre tout cela, j'apprends en programmation, j'apprends à jouer les guitares basses. Pourquoi j'apprends à jouer les à l'intérieur? Pourquoi j'apprends à jouer les instruments de musique? C'est justement pour éviter de payer les racistes. Ouais. Parce que ça me coûtait cher. Je me rendais compte que pour faire un titre, il faut aller en studio, le programmateur va programmer. Ensuite, moi j'aime la musique live, c'est pour ça que mon slogan c'est de Last Musician. Ouais. Ça veut dire, moi je prône la musique jouée en live. Quand on dépose un peu les ordinateurs, c'est bien, ça nous aide à mixer, masteriser, mais il est important, après derrière, il faut un vrai jeu, ouais. Il faut un vrai jeu musical. Donc je me dis, il faut que j'apprenne à jouer tous ces instruments, ça va limiter mes dépenses au niveau des studios. Ouais. Vous voyez, donc ça m'a pris du temps de parfaire ma technique. Maintenant, il y a aussi les contraintes. Quand vous faites un métier que vous ne vous faites pas vivre, il y a un problème. Il y a un problème. Vous commencez à prendre de l'âge, vous mûrissez. Les enfants, les charges. Voilà, vous avez des charges, vous avez votre copine avec qui vous avez des projets de mariage, elle vous regarde. Vous savez, on ne croit pas facilement aux musiciens. Tu as parlé de projet de mariage, elle va regarder. Vous regardez, elle vous regarde. Tu dis, oh chérie, la musique, ça va payer un jour. Elle ne croit pas. Non, chérie, calme-toi, c'est un métier qui paye. Mais elle ne croit pas et on ne peut pas l'en vouloir. On peut pas l'en vouloir. Donc, ce qui fait que MV Audio a dû aussi faire, j'ai fait beaucoup de choses hormis de la musique. Notamment, je suis dans le marketing. Je suis un key account manager aussi dans une entreprise de la place, en agence marketing. Donc ça m'a occupé pendant plusieurs années. Ça m'a un peu mis loin des studios. Ça explique pourquoi voilà. La carrière est un peu en danger. Voilà, voilà un peu en danger aussi. Mais maintenant, il est question, je me disais toujours, je suis musicien. J'ai toujours dit, mon vrai métier, même parmi mes collègues, j'ai dit toujours, mon vrai métier c'est la musique. Je me retrouve ici, certes, peut-être parce que j'ai fait des études, j'ai un esprit assez ouvert, mais ce n'est pas ma place. Vous voyez un peu, c'est-à-dire à l'intérieur de moi, j'étais d'accord, j'étais conscient que ce n'est pas ma place. Et il faut bien que j'accomplisse ma destinée qui est de faire la musique. Donc, quand je me rencontre Mawata, du groupe Teaser en 2017, par le coup du hasard, je deviens son voisin. Okay. Son voisin, voilà, je deviens son voisin. On partage même immeuble. Dans les causeries au quartier. Je lui dis, je suis musicien, je fais la musique. Il me voit un jour, je joue, je vois sa guitare, je lui passe moi la guitare. Je commence à jouer la guitare, il dit, hey, donc voisin, tu joues? Il dit que gars, c'est mon métier. Après, je l'invite chez moi, il dit, viens écouter un peu mes titres. Ouais. Voilà, il écoute ma musique, et il me dit que gars, tu ne peux pas laisser un talent comme ça dormir, c'est pas possible. Nous sommes en 2017. Voilà, je lui dis, gars, c'est vrai, c'est vrai. Je réfléchis encore, on va voir. Et finalement, en 2022, la Monnaise a pris. C'est là où j'ai composé, en mai 2022, j'ai composé une chanson On Ramasse et je décide de me lancer. En mai 2021. Mai 2021, autant pour moi. Mai 2021, je compose la chanson On Ramasse et il faut noter que direction artistique, ça a été assuré par Mawata, Gigi Amaradi du groupe Teaser. C'est eux qui ont fait toute la chanson, toute la chanson mixée et masterisée. C'est important à noter. Voilà. Et est-ce que quelque part tu n'as pas bénéficié aussi des, je vais dire quoi, des techniques de ton père, c'est-à-dire comme il est bassiste chevronné. Oui, de toute façon, j'ai beaucoup d'influence de mon papa, beaucoup d'influence au niveau musical.
j'ai bénéficié de cette licence, je ne peux pas nier cela. Et aujourd'hui, il a finalement accepté que... Oui, aujourd'hui, il est content. C'est souvent ça, il faut être résistant dans la vie. Mais est-ce que papa est toujours pasteur? Toujours. Et c'est quoi son point de vue par rapport au titre On ramasse? Son point de vue, il a compris le message. Ok. Voilà, il a compris le message. Il n'est pas de ceux qui ont écouté la musique. Voilà. Parce que quand j'ai composé le titre On ramasse, la première personne que je suis parti voir, parce que moi-même en tant que fils de pasteur, je savais que c'est un titre qui va prêter à confusion. Ouais. Il faut le savoir. Je me disais, mais en même temps, je dis c'est Dieu qui inspire. Voilà. Vous savez, parce que c'est Dieu qui inspire. Je ne peux pas avoir une inspiration dans mon âme. Et il a gardé. J'ai dit, mais Seigneur, c'est toi qui m'inspire. Moi, j'ai dit, ça serait peut-être péché. Et puis, j'avais la conviction à l'intérieur de moi que On ramasse peut faire quelque chose dans l'univers musical. J'avais cette conviction. Et je suis parti voir mon papa. Je lui ai dit, j'ai composé un morceau. Il va prêter à confusion, mais voici le sens du morceau. Peut-être c'était pour les garde-fous. Parce qu'il faut qu'il défende la musique auprès même de ses collègues. Pasteur et homme de Dieu, c'est important. Il ne faut pas dire que mais toi tu prêches l'évangile, tu dis ne fais pas ceci. Pourtant ton fils c'est un voyou, c'est même lui qui dit aux gens que gars, prenez 1000 femmes. Pourtant il est dans la Afrique. Voilà.